Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna over my head. Even though I said I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna Bonjour Madame Raoui, Bonjour Véronique. comment ça va? Bien, ça va bien. Tu es musher. Alors oui, j'ai pratiqué du mushing. J'ai entraîné des chiens de traîneau, parce que le mushing, donc, c'est du chien de traîneau, c'est cette pratique-là dont on parle. Et oui, dans ma vie, j'ai eu cette chance de pouvoir entraîner des chiens de traîneau pour des courses de mi-distance et de longue distance. Oui, tout à fait. Tu es arrivée comment dans ce métier? Alors déjà, je suis assistante vétérinaire, donc forcément, je cherchais des opportunités qui pouvaient se rapprocher de ce que j'aimais, tout en restant... mais ici, en l'occurrence, c'est plutôt la médecine sportive canine, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, le chien de traîneau, c'est quelque chose dont on rêve un petit peu quand on est plus jeune. Et puis bon, en Belgique, on n'a pas toujours l'occasion de faire du chien de traîneau, donc c'est quelque chose qui est difficile à trouver et à développer. Et en réalité, via une personne que je connaissais de par mes formations, j'ai conclu qu'elle était en fait sur une grande course d'ailleurs qui se passe en France, qui vient de se terminer à l'instant, qui s'appelle la Lécarode, une grande course en France. Et je lui ai posé quelques questions pour savoir comment ça se faisait, qu'elle se trouvait là. Et de fil en aiguille, voilà, elle m'a parlé d'un musher belge, donc un musher qui est réputé dans le milieu du mushing et qui fait des courses lui aussi dans le Nord. Et donc je lui ai demandé simplement où il entraînait ses chiens et elle m'a tout bonnement répondu en Belgique. Donc voilà, en fait j'ai sauté sur l'occasion et voilà, j'ai contacté cette personne et puis ensuite je suis venue aux entraînements, j'ai pris connaissance voilà, des lieux où il entraînait, des personnes qui l'aidaient également et puis voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut comme don particulier pour faire ce métier? Bon, alors en réalité, moi je suis arrivée un petit peu, voilà, c'était pas un milieu que je connaissais. Bon, je connaissais évidemment les chiens de par mon métier, mais ça c'était une nouvelle discipline et donc finalement je dirais dans l'absolu ne pas avoir peur des chiens pour commencer. Parce que ici en l'occurrence j'entraînais des chiens, des huskies de Sibérie. Qui sont des chiens particuliers, qui ont énormément d'énergie. Donc voilà, simplement ne pas craindre les chiens, y aller franco, comme on dit et simplement voilà, observer ce qui se passe autour de nous. Et j'ai beaucoup appris sur le terrain, en tout cas. Voilà, après, je ne sais pas s'il faut des capacités spécifiques pour ça, mais voilà, moi j'ai tout appris sur le terrain et on m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup observé aussi et c'est ça qui m'a permis d'évoluer en fait là-dedans. Il faut des capacités physiques, il faut quand même être un entraînement assez pointu. Alors oui, effectivement, une fois qu'on commence, on se rend compte que c'est assez physique. Bon, en fait, pour tout expliquer, moi, j'étais pas musher au départ. Je pensais même pas que j'allais pouvoir forcément entraîner des chiens, ni même assister à des courses. C'était au départ pour être handler. Donc, on appelle ça un handler. C'est quelqu'un qui assiste le musher dans ses démarches d'entraînement, etc. Donc, en gros... observer l'état des chiens, préparer les harnais et l'attelage pour le démarrage, pouvoir être là aussi pour voir si tout se passe bien pendant les entraînements, nourrir les chiens, faire boire les chiens. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'on fait tout autour, simplement pour que le musher, en fait, ça le soulage dans ses activités, parce que lui, il est focus en général sur ses courses et l'objectif principal, c'est de pouvoir lancer une course dans de bonnes conditions et sans s'être trop fatigué. Bien sûr qu'il entraîne aussi ses chiens et qu'il y a un réel lien aussi avec l'animal. Mais voilà, au départ, c'est ça, un handler. Donc, c'est un petit peu les petites mains qui tournent autour du musher. Mais donc ça m'a permis déjà de beaucoup en apprendre sur ce sport. Et ensuite, voilà, moi, j'ai eu l'occasion vraiment d'entraîner les chiens. Donc, ça a été pour moi un super bonus que ce musher me faisait parce que c'était un petit peu la consécration, quoi. Donc j'arrivais pour aider avec mes capacités d'assistant vétérinaire par exemple, mais au final j'ai pu entraîner les chiens et vraiment de voir ce que c'était que je vais pas dire le métier de musher, mais c'est du sportif du musher, voilà, c'est ça.
Même une relation particulière avec les chiens, non? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc déjà au début, il y a, voilà, on apprend à les connaître. De mon côté, moi j'ai entraîné les chiens de nuit, donc au début c'était compliqué parce qu'on a une petite frontale, on reconnaît pas bien tous les chiens, on te donne un prénom mais tu sais pas lequel c'est, donc au début il faut un petit peu voilà, il faut aussi avoir une bonne vision de chaque animal pour pouvoir les reconnaître aussi et savoir qui placer où, parce qu'il y a toute une structure au niveau de l'attelage. On a des chiens, par exemple, qui sont des chiens de tête. J'entendais que c'était surtout les mâles à l'arrière pour tirer, pour tracter, et les femelles à Alors, pas forcément toujours des mâles à l'arrière, mais le plus souvent, ça arrive dans le sens où ils sont plus forts. Donc oui, on appelle ça des wheels, donc ils sont à l'arrière vraiment pour tracter l'attelage. Et devant, alors on a des chiens qui sont un petit peu plus légers ou qui sont plus réceptifs à ce qu'on va leur demander. C'est pour ça que j'arrive aussi à cette histoire de chiens de tête qui sont plus réceptifs à ce qu'on leur demande. Donc pour tourner simplement à gauche ou à droite, ben moi je m'adresse au final au chien de tête qui est tout devant. C'est à lui que je demande de tourner à gauche ou à droite, c'est à lui que je donne les directives. Ce chien qui est hyper réceptif à ce qu'on lui dit, bah voilà, va emmener l'attelage d'un côté ou de l'autre. Et les autres à l'arrière, en général, ils sont là pour pousser, pour que le traîneau avance ou que le kart avance, quoi, voilà. Et ça, c'est super chouette parce qu'il y a vraiment un lien qui se crée avec les chiens. Non seulement parce qu'on s'en occupe plusieurs fois par semaine, mais quand on entraîne, en fait, on a la sensation vraiment, moi j'ai souvent comparé ça à une classe d'enfants, où en fait on arrive à anticiper chaque réaction, le caractère de chacun. Et je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai eu une anecdote en fait où je me suis retrouvée en pleine forêt où voilà, plus de pile à ma frontale, j'étais dans le noir complet. Bon, je connaissais le circuit de l'entraînement, donc ça m'aidait en tout cas pour me repérer un minimum dans les directions. Mais alors à ce moment-là, j'ai tout de suite compris à qui il fallait que je m'adresse. Je savais par exemple qu'il y en avait à l'arrière qui de temps en temps en avait un petit peu marre, se retournait, n'avait pas forcément envie il commençait un petit peu à peiner au niveau de l'entraînement, donc il fallait tout le temps un petit peu les rebooster. Et donc voilà, j'appelais un tel pour lui dire allez go avance. Et puis après à certains moments je savais que je devais parler à mon chien de tête pour tourner à gauche ou à droite. Et donc c'est là qu'en fait on se rend compte qu'on est en connexion totale en fait avec les chiens, et c'est ça qui est fabuleux quoi. Enfin moi j'ai adoré ça. Moi c'est le comportement moi de base qui m'intéresse. Donc observer les comportements, les codes des chiens, et du coup là il y a vraiment un vrai lien qui s'était installé et on a réussi à faire notre tour sans encombre et les chiens sont arrivés au bon endroit, et voilà, c'est une belle anecdote parce que ça m'a fait vraiment comprendre qu'on était en totale connexion les uns avec les autres, et ça j'adore. Tu as déjà travaillé avec des phoques, des otaries, des rapaces, des oiseaux, des singes. Je me suis retrouvée oui, là-dedans un peu plus tard. Donc j'ai commencé mes études d'assistant vétérinaire. Ensuite, j'ai fait plusieurs formations, entre autres en primatologie, et également j'ai fait plusieurs choses. Donc j'ai travaillé aussi avec des oiseaux, avec les rapaces. Là, j'ai commencé là-dedans en fait. Et puis je suis partie travailler en Afrique du Sud. Avec les singes vervettes, donc c'est une espèce particulière de singes, de petits primates qu'on retrouve en Afrique du Sud. Et c'était un centre de réhabilitation, donc comme on dirait aujourd'hui un sanctuaire. Donc l'objectif c'était de récupérer les animaux blessés et de les réintroduire dans leur milieu un petit peu plus tard quand ils en avaient la capacité. J'ai eu l'occasion aussi de partir pour des missions au Congo avec les chimpanzés. En Afrique du Sud, j'avais plus de contact finalement avec les petits primates parce que il y en a qui étaient déjà réhabilités dans leur milieu, mais ils restaient aux alentours du sanctuaire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais maman de substitution à l'époque d'un petit babouin que j'ai transféré moi-même dans un autre centre, un centre pour les babouins, parce qu'il fallait qu'ils se retrouvent avec ses congénères. Et donc c'est là que j'ai créé mon premier vrai lien avec un animal sauvage finalement. Alors l'objectif, c'est pas d'être omniprésent dans la vie d'un primate, puisque l'objectif c'est de le renvoyer aussi dans son milieu naturel, donc il ne faut pas être tout le temps en contact avec. Donc, d'ailleurs c'est un petit détail peut-être que je donne, mais c'est vrai que ça ne renvoie pas toujours une bonne image, par exemple de prendre des photos avec un animal sauvage. Bon, ici dans ce cas-ci, voilà, moi je t'explique le fonctionnement et le déroulement de tout ce qui s'est passé, mais donc j'ai forcément des photos avec
ici en l'occurrence un petit babouin. Mais voilà, ça incite aujourd'hui un petit peu à avoir envie de posséder un animal sauvage et c'est pas du tout l'image qu'on veut donner, en tout cas quand on travaille pour la conservation et qu'on travaille dans des sanctuaires, puisque l'objectif c'est qu'il ne soit pas proche de l'homme, c'est que justement qu'il puisse s'en détacher. Mais ici, voilà, comme j'étais sa maman de substitution, ça lui faisait du bien. Donc, il avait besoin de contact maternel, de chaleur, donc, et c'est à temps plein, quoi. On doit être là tout le temps, et voilà, c'est vrai que j'avais 19 ans, j'ai compris un petit peu ce que c'était que d'être peut-être un peu maman, quoi. Voilà. Pour en revenir au métier de musher, est-ce qu'il y a aussi un sentiment de liberté quand tu es dans la nature? Ah oui, oui, mais moi, c'est ça qui me plaisait, c'était vraiment cette connexion, voilà, c'est toi avec les animaux et la nature, quoi. Il n'y a que ça, et puis bon, le fait d'être musher, donc de participer à des courses, par exemple, moi je suis partie donc, pour les championnats du monde en Suède avec mon musher. Donc on a entraîné les chiens pendant 6 mois pour pouvoir participer à cette course. Et voilà, moi j'ai pas forcément fait la course puisque c'était le musher qui partait en course. J'ai entraîné les chiens, mais c'est incroyable parce qu'ils passent par des endroits qui sont finalement reculés de tout et ils sont seuls avec leurs animaux. Et moi, c'est un petit peu ça que je ressentais pendant les entraînements, mais bon, j'étais pas à l'autre bout du monde en Suède. Et voilà, on découvre des contrées, on découvre aussi de nouvelles cultures. Forcément, quand on voyage jusque-là, on découvre tellement de choses. Et oui, c'est la connexion totale animaux, nature et l'homme, quoi. Cette connexion-là qui est juste incroyable. Ouais. En fait, quand tu es en course comme ça, tu peux atteindre 25-30 km/h ou plus? Oh, ça dépend un petit peu. C'est difficile de te dire parce que bon, c'est vrai que chacun a un petit peu son rythme. C'est en fonction des chiens aussi parce que voilà, en fonction de l'entraînement qu'on donne, qu'on fait en tout cas, il faut toujours qu'on s'adapte à nos animaux. Petite, tu étais déjà amoureuse des animaux? Non, oui, toujours. J'ai toujours été fascinée, surtout par le comportement, même petite, quoi. Je disais souvent à mes parents, oui, quand je serai grande, j'irai sauver les singes dans la jungle et j'irai voir comment ils se comportent, comment ils fonctionnent dans leur milieu. Ouais, j'étais déjà, bon, c'était plus orienté primates et grands singes, mais ouais, j'ai toujours adoré ça, toujours. Ça a toujours été quelque chose d'ancré en moi, je pense. Et après, quand on grandit, il faut juste simplement trouver sa voie, savoir comment y parvenir. Et puis voilà, moi, je crois que j'avais soif d'apprendre et de connaître divers domaines. Donc finalement, je me suis... je n'utilise pas ce mot éparpillé, parce qu'avant, je l'utilisais, j'avais la sensation de m'éparpiller, mais finalement, non, j'ai appris... dans le milieu animalier, j'ai appris plein de choses différentes dans des domaines différents, quoi. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de comprendre certaines choses et de faire même des relations, de créer des relations entre certaines pratiques que j'ai pu faire dans des milieux différents avec les animaux. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris? Au niveau des liens, tout simplement, au niveau des sanctuaires, enfin, voilà, ça j'ai appris que quelle que soit l'espèce pour laquelle on voulait travailler, il y a un vrai lien, donc ce vrai lien de conservation qui est par exemple de recueillir un animal, de le soigner et de le réintroduire. Donc c'est toujours observer le comportement. Voilà. Après, tout est différent en fonction de l'espèce, donc il faut bien visualiser ça. Mais voilà, il y a des connexions vraiment qui se font, et puis cette connexion entre l'homme et l'animal. Par exemple, moi, les chiens, il y a eu une connexion très rapide, mais je me suis rendu compte aussi de ma brève expérience en parc animalier, par exemple, qu'avec les otaries, il y avait eu un lien aussi très, très rapide qui s'était formé, quoi. C'est extrêmement rapide. Comment tu fais? Comment ça vient? J'ai pas de technique à donner. Je pense que vraiment, à partir du moment où on a vraiment envie de connaître l'animal, il faut premièrement apprendre à connaître les codes de l'animal. Et les codes, chez les chimpanzés, ça peut être par exemple les vocalises, les faciès au niveau du visage, de comprendre à quel moment il est anxieux, à quel moment il est stressé, à quel moment il est en colère ou heureux. Et que ce soit un primate ou un autre animal sauvage, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire, c'est aller vraiment chercher les codes, et à partir du moment où on comprend les codes, on arrive alors à établir un lien avec l'homme, quoi. Voilà. Parce que nous, on va chercher ça en fait chez l'animal.
Je pense pour le milieu captif ou le milieu naturel, l'objectif c'est de comprendre les animaux, de décoder et comme ça on peut mieux interagir ou mieux réagir et mieux anticiper certains gestes, certaines actions faites par les animaux et donc du coup mieux les protéger, quoi. Merci Manon d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et merci, ça me fait plaisir de pouvoir partager tout ça. Not for love. Sometimes I swear you're still an imposter. One of these days you're gonna